l'écoute de la géniale des radios 24h sur 24. Taxi FM. Tu veux interagir avec les programmes de Radio Taxi FM 93.1 FM, Lomé Togo? Abonne-toi à Radio Taxi FM TG sur YouTube. Like, commente et partage ton programme préféré diffusé sur la géniale des radios Taxi FM. Taxi FM sur YouTube, Radio Taxi FM TG. Les programmes de la géniale des radios de ta capitale en boucle. La gare routière de l'information Saint-Émile-Gator. La gare routière de l'information. Très heureux de vous retrouver. Avec toutes ces équipes se retrouvent en plateau. Je poserai la question à mes confrères en studio. Décryptage, analyse. Ça va être pire demain. Débat. L'ascension est méritée. Ce qui reste pour un pays, pour un peuple, c'est son histoire. Sont au rendez-vous de l'actualité de la cité. La gare routière de l'information, c'est du lundi au vendredi de 11h à 12h30. À très bientôt, au revoir. Taxi FM, votre radio d'opinion. Émission politique, sportive et culturelle, en direct. Mesdames, Messieurs, bonjour à tous, ravi de vous avoir avec nous ce matin ou cette journée presque. Nous sommes sur la radio Taxi FM Lomé, dans l'émission La gare routière de l'information. Avec mes confrères, nous allons parler de beaucoup de sujets. On parlera par exemple des nominations des anciens barons du système, le cas d'Agadazé qui fait parler beaucoup ces derniers temps, avec Cody Togo qui a aussi alerté le Quai d'Orsay pour ne pas valider, n'est-ce pas, l'accréditation de colonel Urokura Agadazi. Alors, nous, ce qui nous intéresse beaucoup plus, c'est ces nominations, ces rappels et ces nominations des anciens du système. Faure Gnassingbé est-il déçu de la jeunesse, même de son parti? C'est la question principale que nous allons poser ce matin. On pourra revenir également sur le démantèlement de l'USAID. Et quelles conséquences pour l'Afrique cette annonce peut-elle servir de réveil pour les dirigeants africains? On va en parler avec Sylvestre Béni, le Mathis Ogbé et Gérard Ouessan.
seule radio de débat, d'infos et de sport. Merci pour votre fidélité à la radio Taxi FM Lomé avec mes confrères en studio. J'ai une voix un peu rocailleuse ce matin. Veuillez m'en excuser. Bonjour Gérard, vous allez bien? Ouais, je vais bien. C'est le début de la semaine. Oui. Donc, on est optimiste. On prie que tout marche bien pour tout le monde. Optimiste? Bah oui. Quand c'est triste, c'est pas bien. Donc le même souhait pour mes deux confrères aussi, et pour vous-même, Eric, et pour tous ceux qui nous écoutent, évidemment. D'accord, très bien, merci d'être là. L'optimisme, là, je pense qu'on va devoir le partager. Hein. Bonjour Eloma Tissoué. Eric, bonjour à toutes et à tous. Ça va? Ça va. Très bien. Bonjour aussi. Vous êtes là, donc ça va. Oui, bonjour. Il y a une corrélation? Bon, il vient maintenant un lundi sur deux, donc... Bon, c'est par rapport aux préoccupations des uns des autres. Hein. Ouais. Il arrive que vous disparaissez pendant 2 semaines. Voilà quoi. Oui, bonjour Eric, bonjour à toutes et à tous. Tout va bien? Oui, ça va. Pas ce qui ne va pas, le reste, ça va. Je voulais qu'on parle d'abord de l'USAID. Mais pas de déduction, c'était des lauriers pour moi. Hein. Certains s'absentent 2 semaines, d'autres 1 semaine, et Gérard, il est constant. Non, toi, tu es réquisitionné. Il est réquisitionné. Il se trouve que Gérard est un élève assidu. Oui. Je suis un homme de principe. C'est un peu vrai. Donc, dans le bien comme dans le mal, pas bien sûr. C'est nous qui ne sommes pas des hommes de principe. Non plus. Tu vas aller écouter l'émission à la maison. En tout cas, quand on parle de votre absentéisme, pas d'éduction, au moins ça veut dire moi je suis régulier. Bon, le soir, on va lui donner un devoir de maison, il va se réécouter, après il va dire j'aurais pas dû dire ça. Je ne suis pas comme ça non plus. Je voulais qu'on parle de l'USAID avec cette coupe, sinon cette décision des Américains de laisser tomber donc ce projet-là. Et tout le monde crie. Beaucoup de pays africains sont enrhumés, y compris le Togo. Je ne sais pas ce que cela éveille en vous, Sylvestre. Non, écoutez, je crois que tu as utilisé un terme qui m'a fait tiquer un peu. Tu parles de démantèlement. Oui. Comme si c'est un réseau mafieux et tout. Je crois que... Si vous écoutez Musk et tout le reste, c'est presque le langage. L'USAID, à un moment donné, n'est plus dans la logique de sa mission, parce qu'ils ont financé des projets qui ne fallait pas et tout. Donc, à un moment donné, je crois qu'il faut passer l'éponge là-dessus. Mais au même moment, je crois que c'était... c'était un mal nécessaire. Oui, cette agence des Américains pour le développement international. C'était un mal nécessaire parce que, du moins pour l'Afrique, cette ONG a véritablement contribué, surtout en ce qui concerne donc les porteurs, les personnes vivant avec le VIH. Si vous permettez, je donne donc quelques chiffres liés donc à l'USAID qui contribuait jusque la dernière fois où ça a été donc dissous à hauteur de plus de 800 millions de dollars par an à des initiatives en faveur de santé maternelle et infantile. Alors, avec cet intérêt, l'UNICEF a déjà mis en garde 2,5 millions de femmes et enfants pourraient perdre l'accès à des services médicaux vitaux. Et ce n'est pas fini, puisque les Américains également étaient donc le principal donateur du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, avec une contribution annuelle de plus de 1,5 milliard de dollars. Alors leur retrait met carrément, on le voit si bien en péril, les efforts qui ont permis d'éviter, ce sont les chiffres du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, 44 millions de décès dus au paludisme depuis 2000. Oui. Il y a même certains pays qui ont revu leur budget. Oui. Et tout parce que du fait que personne ne s'y attendait. C'était une décision brusque donc de la gouvernance de Donald Trump. Donc ça aura forcément des impacts, même au niveau des médias. C'est un gros financeur de projets. Beaucoup. Donc, au niveau donc, des médias sur le plan international et tout. Mais à un moment donné, je crois que lorsque vous direz trop aussi dans ce structure, finalement, c'est plus ce qu'on fait. Donc, je veux véritablement, au lieu que ça soit démantelé et fermé, j'aurais quand même voulu qu'on puisse faire assez de réformes. J'aurais quand même voulu qu'on puisse faire assez de réformes pour réorienter véritablement les missions et
les attributions donc de l'USAID. Même au Togo ici, certaines organisations de presse, notamment le PPT a travaillé avec l'USAID sur un projet donné. Vous voyez que tout cela, donc, c'est aujourd'hui... Vous savez, à travers le monde de la subvention de l'USAID à la presse, cette presse libre, on parle de médias indépendants et la libre circulation de l'information, ça tourne autour de 268 millions de dollars par an. Justement. 268 millions de dollars par an. C'est beaucoup. Donc nous avons perdu quand même un gros poids financier du fait donc de l'orientation un peu bizarre que le directeur a pris à un moment donné. Donc j'aurais quand même voulu, tel que je le dis, qu'on ait plus de réformes au lieu de supprimer ou de fermer totalement l'USAID, qu'on ait un certain nombre de réformes pour réorienter les missions ou avoir quand même un nouveau cahier des charges. Mais bon, c'est eux qui donnent les moyens, c'est eux qui ont décidé. Donc il nous revient donc de chercher d'autres partenaires. C'est cela. Oui, l'agence américaine pour le développement international qui tient finalement tout le monde, y compris l'Afrique. Est-ce que ce n'est pas un problème, au fond, Gérard? Le problème qui tient tout le monde. Ah oui, mais là, il lâche et tout le monde enrhumé et tout le monde en train de... Bon, pour moi, ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que le président Trump aurait en même temps ajouté qu'il compte lutter contre la corruption des dirigeants africains. Parlant des dirigeants africains. Et donc, moi, je trouve une logique extraordinaire dans son comportement. C'est-à-dire, c'est vrai que c'est une thérapie de choc. On aurait aimé qu'il y ait mollo, mais est-ce qu'on peut faire autrement? Imaginez, par exemple, je prends Sylvestre Mo, le PPT, c'est le patronat de la presse togolaise, qui s'en va, le mot n'est pas très fort, quémander des sous auprès de l'USAID pour des projets. Oui. Et au même moment, leur propre pays dépense de l'argent pour fêter les 20 ans de défunts. Bon, sincèrement, ça choque. Je n'ai pas d'argent pour scolariser mes enfants, mais j'ai de l'argent pour fêter les 30 ans de décès de leur grand-père. Sincèrement, il faut se poser des questions. Et donc, moi, je pense que les Américains, ils ont raison Trump, du moins, a raison d'avoir une autre vision du monde. Regardez nos chefs d'État africains, tout ce qu'ils ont comme bien à l'extérieur, à l'étranger. Des châteaux, des capitaux dans des sociétés. Et regardez la RDC, par exemple. Quand on vous parle de leurs hommes politiques, mais c'est des gens qui roulent sur des millions, des milliards. Et pourtant, dans leur propre pays, il n'y a même pas de l'eau à boire. Il n'y a pas de route, il n'y a rien. Mais est-ce qu'il faut continuer comme ça et financer l'USAID, des trucs comme le PNUD de l'OMS et tout, alors que chaque pays, normalement, s'il y avait une gestion orthodoxe, pourrait s'autosuffire. Donc, à un moment donné, il faut quand même donner un coup de pied dans la fourmilière, appeler un chat, et puis renvoyer tout le monde à ses responsabilités. Et il y a le président zambien qui le dit si bien. Il a pris la parole il y a 1 semaine environ, Akinde Hichilema, qui dit: si la suspension du financement de l'USAID et des programmes de soutien connexes en Afrique était peut-être inévitable à un moment donné, notre véritable force réside dans la gestion prudente de nos propres ressources. Cette suspension était attendue depuis longtemps car elle souligne l'importance pour nous, en tant que continent, de développer nos économies et de nous concentrer sur la croissance. C'est ce qu'il a déclaré. Exactement. Et on va se référer quand même au pays de l'AES, qui ne bénéficie pratiquement d'aucun soutien. Et s'il devait y avoir soutien, c'est peut-être de la Russie, mais vous savez la position de la Russie. Et donc ces pays-là, de façon autonome, ils s'autogèrent quand même. Ils ne meurent pas de faim. Au contraire, mais ils font des réalisations. Ils créent des industries, ils font beaucoup de choses. Ils s'achètent des matériels de guerre et pas à crédit. Il y a toujours la Banque mondiale, les FMI et tout le reste aussi. Il ne faut pas dire autre chose que ça. Non, la Banque mondiale ne donne jamais du cadeau. Non. Oui, bien sûr, personne n'a dit ça. Vous avez juste un banquier. Tout le monde a un banquier, riche comme pauvre. Chacun a un compte à la banque. Et puis, selon ses moyens, il fait avec. Et donc, ces gens-là, ces pays-là, avec leurs petits moyens, ils font des réalisations, ils ne meurent pas de faim. Mais nous, qui nous disons que nous bénéficions de telle collaboration, de telle coopération, de telle aide et tout, mais on est dans la même position de misère qu'eux. Et donc, moi, je crois finalement que ce serait bien. Mais ce qu'il ne faut pas ignorer, quand j'ai donné tout de suite l'exemple du Togo, qu'on fête les 20 ans de défait, il y a des mois,
En fait, le problème est beaucoup plus profond. Est-ce que celui qui est à la tête de l'État peut faire autrement? C'est-à-dire que la politique, c'est quelque chose de très complexe. Je parlais un jour avec un homme politique que vous connaissez bien, mais je ne donne pas son nom. Il dit, mais Gérard, parfois nous prenons des décisions sans conviction. Ah oui? Vous savez très bien que ça, là, si vous le faites, c'est pas bien, mais vos troupes, vos partisans, vos comment dire là, les partisans, on appelle les militants, oui, c'est ils vous poussent à faire le contraire. C'est exactement la même chose que les chefs d'État aussi parfois. Quand le peuple n'est pas assez mûr et quand vous devancez tout le peuple, c'est que vous perdez votre pouvoir. Et donc, c'est à tous les Africains, la société civile, la société politique et ceux qui nous gouvernent, c'est à nous tous de changer de mentalité et de savoir que notre destin est entre nos mains, pas entre les mains des Européens. Depuis quand même cette annonce, on a vu des Africains à travers le continent qui s'en sont presque plaints, alors même que certains de leurs dirigeants disent qu'ils sont fatigués des Occidentaux. Est-ce qu'il n'y a pas un problème là, l'homme Bon, vous savez, les États-Unis, c'est une puissance stratégique dans nos États. Et on a vu les actions des USA dans plusieurs pays déjà. Et dans le monde même, on voit l'influence des USA en matière de santé, de sécurité, de coopération militaire. Vous avez vu que, bon, tous ceux qui parlent ils veulent plus de la France et tout, après, ils ont jamais dit qu'ils voulaient plus des USA. Ils n'ont jamais vu qu'ils voulaient détruire, ou ils renvoyer les coopérants militaires américains de leur pays. Et donc, ça veut tout dire. Donc, voilà, les gens, quand ça arrange leurs intérêts, ils vous disent oui. Et à un moment donné, quand ça ne les arrange plus, ils vous disent non. Mais les États-Unis, tout le monde sait que c'est une puissance stratégique, sinon la première qui contrôle le monde. Et Donald Trump, il est en train de carrément refaire les choses, remodeler le monde, comme on le voit, on l'a vu dans ses premières décisions. Il refait le monde à son image? Pas à son image, mais il est en train de redistribuer les cartes. Et je crois quand même que ça va arranger quand même beaucoup de choses. Parce qu'on a vu aussi ce qui s'est passé en Allemagne hier, pour les résultats, les élections législatives. Oui, c'est pourquoi je dis que je crois qu'il y a des décisions de Donald Trump qui vont arranger beaucoup de choses. Parce qu'on a vu l'influence des autres puissances aussi. Et en suspendant l'aide américaine au niveau de l'OMS, il a dit que les Chinois sont plus nombreux que nous. Les Chinois disent qu'ils font ceci, ils font cela. Donc pourquoi est-ce que les États-Unis doivent payer plus que la Chine, par exemple? Il faut que la Chine, qui est le pays le plus... Voilà, ils disent qu'ils sont plus nombreux. Il faut qu'ils puissent arriver au même montant que les États-Unis dans la subvention de l'OMS. Et donc, plus question pour les États-Unis de continuer à subventionner l'OMS à ce pourcentage. Mais la même chose pour le SAID. On suspend la coopération ou l'aide pendant un certain nombre de mois et on verra au niveau de l'Afrique. Bon, je crois que le soubassement de ça, c'est pour permettre à ce que la Chine puisse prendre ses responsabilités sur le continent en matière de santé. Parce que l'USAID n'intervient pas que dans le domaine de la santé. Non. Même si c'est stratégique, parce que la distribution des antirétroviraux par rapport à des nombreux séropositifs qui sont sur le continent, c'est pas rien, c'est quand même beaucoup de choses. Et là, les gens commencent à se poser des questions. Maintenant, quand vous prenez les pays il y a des pays d'Afrique subsaharienne, quand vous faites une analyse claire, le Togo et le Bénin sont les pays qui bénéficient moins des subventions des États-Unis que des pays de l'AES, par exemple, les pays du Sahel, le Burkina, le Mali, l'Ouganda, l'Éthiopie, le Niger. Oui. Et ils bénéficient en grand nombre des subventions des États-Unis, par exemple, par rapport à tout leur processus de développement. Et quand vous voyez le graphique, le Togo et le Bénin sont très loin derrière ces pays-là. Donc ça veut dire qu'en réalité, oui, mais nous, par exemple, au niveau de, comme Sylvestre l'a dit, le PPTAU a bénéficié de ça, la presse en bénéficie de cette subvention des États-Unis à travers l'USAID. Il y a d'autres paramètres aussi, comme la santé avec la distribution des antirétroviraux. Tout ça va malheureusement cesser, parce que justement, pour que ça continue, il faut que soit l'État finance lui-même l'achat des antirétroviraux. Pourquoi nos États ne sont presque pas capables de pouvoir assurer eux-mêmes leurs responsabilités sur ces coûts-là? Moi, je crois que d'abord, il faut qu'on puisse poser la question à l'État lui-même d'abord. Mais je sais aussi, comme on a toujours dit, qu'aucun pays ne vit en autarcie. Vous ne pouvez pas être sur cette planète et dire que vous allez tout faire vous-même. Et même les États-Unis ont besoin de l'Afrique pour se développer. Vous voyez ce qui se passe sur le continent. Oui. Ils sont présents dans nos murs, ils sont là. Ils sont dans nos pays. Oui, bien sûr. La Chine est là, la Turquie est là. Aucun pays ne peut vivre en autarcie. Maintenant, tout est question de la gestion des ressources. Tout est question de la bonne gouvernance, de l'optimisation des ressources. Oui,
autant l'Afrique aide les grandes puissances à travers les ressources minières, les ressources naturelles, autant, oui, on peut faire un budget en disant qu'on a besoin de l'aide extérieure. Oui. On peut le faire en disant qu'on a besoin de l'aide extérieure. Maintenant, quelle est la finalité de l'aide extérieure? Est-ce que c'est pour financer le développement? C'est pour financer l'économie? C'est pour financer l'émergence? C'est pour financer les populations vulnérables? C'est pour lutter contre la pauvreté? Il y a ces questions qu'on peut se poser. Et donc, oui, logiquement, dans une certaine mesure, la question de la bonne gouvernance et de la redistribution des richesses nationales est stratégique. Ça, par exemple, c'est stratégique. Si nous prenons les indices de la Banque mondiale, les statistiques du FMI et de toutes les institutions internationales, on peut se dire, oui, quand on prend le tableau du Togo, par exemple, lutte contre la pauvreté, on est ici. Est-ce qu'on a une répartition équitable des ressources? Les statistiques vont vous le dire. Est-ce qu'on a une gouvernance optimale? Les statistiques vous le diront. Et donc, si nous arrivons au niveau fixé, c'est-à-dire la moyenne fixée, on dépasse un peu légèrement, je crois que l'aide extérieure va nous permettre de faire beaucoup plus autre chose que de pouvoir faire ça. Parce que quand on dit la lutte contre le sida, par exemple, c'est une grosse lutte. Et ça nécessite beaucoup de fonds. Beaucoup de moyens. Beaucoup de moyens. Parce que chaque jour, cette maladie, c'est vrai qu'aujourd'hui, ce n'est plus comme avant. Mais ceux qui sont aujourd'hui atteints du virus, ils ont besoin d'antirétroviraux pour continuer à vivre. C'est très important. Et là quand vous interrogez le Conseil national de lutte contre le sida, ils se tiennent la tête entre les mains. Parce que c'est l'USAID qui le fait. Maintenant, après, si l'USAID suspend la coopération avec le Togo après la décision de Trump, il faut que l'État puisse enrôler justement le budget sur lui en attendant de trouver un partenaire technique et financier qui va le faire. Mais on comprend aisément que cette annonce des Américains là, bon, enfin, est-ce que ça peut servir de réveil pour les Africains, les dirigeants africains, je veux dire, Sylvestre? Normalement, mais vous savez, vous connaissez nos États. Je crois que Trump est resté dans la logique de son premier mandat, et Make America Great Again, American First. Donc le monsieur, il est dans sa logique protectionnisme, l'Amérique d'abord et puis le reste, on verra. Je crois que ça devait être le leitmotiv, ou du moins la vision de tout chef d'État africain. Vous arrivez au pouvoir, faites en sorte que vous laissez des empreintes, faites en sorte de rehausser l'économie. Mais malheureusement, les uns viennent, au lieu donc de rehausser l'économie, ils se rehaussent. Eux-mêmes, ils mettent par devant eux. Gérard donnait quand même un bel exemple tout à l'heure. Au moment où financièrement le pays est sur les rotules, les gens ont emmagasiné des millions pour aller fêter les 20 ans donc d'un disparu. Ça, c'est un détail, non, écoutez, le problème est beaucoup plus sérieux que ça. Si on vous montre le budget qu'on a utilisé la dernière fois, juste ne serait-ce que pour 2 jours, vous allez tomber des nues. On aurait pu affecter cette ligne-là à d'autres choses. Voyez-vous? Donc c'est pourquoi je dis que on reste dans des choses qui, ma foi, ne sont pas des priorités. C'est vrai, on ne refuse à personne donc de commémorer la date anniversaire donc d'un disparu. Mais il faut le faire avec la manière. Tout ce qu'on a vu la dernière fois, si on vous montre le budget, vous allez tomber des nues. Donc il faudrait quand même qu'on puisse mettre donc les moyens à des priorités. C'est ce que, et puis là, donner l'autre exemple où, ici, faites un projet et allez vers le gouvernement ou allez vers peut-être les institutions parapubliques. Ils vous diront qu'il n'y a même pas un seul franc. Mais 2 jours après, vous verrez donc les mêmes personnes parce que le directeur, je ne sais pas, ou le responsable est affecté à d'autres postes, mais on organise quand même des festins, des trucs grandioses. Parce qu'il y avait des moyens. Donc, je crois que l'essentiel à faire aujourd'hui, il est temps que l'Afrique pense à se suffire. Il est temps que à chaque fois on va donc au niveau donc des sommets, on tient des discours, on dit nous sommes fatigués de vous, nous sommes fatigués du paternalisme, nous sommes fatigués de la condescendance, et vous êtes les premiers à aller encore quémander. Voilà que le robinet est fermé. On fait quoi? Ah ben on se réinvente. Ah oui, voilà. On se réinvente. Maintenant, ils vont le faire comment? Parce qu'ils n'étaient même pas préparés. Si on avait annoncé peut-être 2 ans ou 3 ans plus tôt qu'on fermerait l'USAID, je vous dis, beaucoup de pays vont quand même réfléchir. Mais là, nous sommes pris de coups. Tout le monde c'est tombé comme un coup de, c'est pas un coup péré. Et puis voilà, tout le monde est devant le fait accompli. On fait quoi? C'est pourquoi je dis, il y a certains pays qui ont même revu leur budget parce qu'ils ne s'attendaient pas à cela. Donc, ils ont fait leur budget comme on a fait le PND. Tout doit venir de l'extérieur.
Voilà quoi. Maintenant, l'extérieur s'est fermé. On fait quoi? Et pendant ce, en Afrique, il y a même des chefs d'État ou des responsables politiques qui sont plus riches que l'État. Ah oui? Oui. Des individus qui sont plus riches que l'État. Comment ça? Mais vous avez vu ce qui s'est passé au Gabon? Ah. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont plus riches que... C'est-à-dire que des gens ont des mannes qui dépassent même le budget national. C'est-à-dire que des gens peuvent rentrer dans une seule pièce et puis ils vous sortent donc le budget. Le budget du Togo, par exemple, c'est 2000 milliards. 2000... Je vous dis, oui. Et vous êtes surpris. Des gens au Togo peuvent avoir plus que ça. Vous êtes surpris que les gens ne peuvent pas avoir 2000 milliards. À l'instant où nous parlons, peut-être qu'il y a quelqu'un qui est là et qui sourit, qui vous dit, ne sait pas ce qu'ils disent. Moi, je peux même sortir le double de ça. Oui. Vous voyez, donc, je crois qu'à un moment donné, c'est-à-dire que les gens viennent et à l'état, j'ai toujours l'habitude de le dire, hein, un fonctionnaire qui est immensement riche est un voleur. J'ai souvent l'habitude de le dire partout. Un fonctionnaire, c'est-à-dire un personnel de l'administration publique qui est immensement riche, c'est un voleur. Parce qu'on connaît donc la grille salariale, on sait comment les gens gagnent. Donc il ne peut pas être riche. Tu ne peux pas être un agent de l'État, être riche. Immensement riche. Tu as trouvé l'argent où? Donc tu as certainement volé. Il est héritier. Il est héritier de quoi? Il est héritier, il n'est pas resté dans sa maison pour cueillir une chaussure. Et il est allé donc écrire Jean d'honneur auprès de l'État pour travailler pour l'État. Donc je crois qu'aujourd'hui, il faut changer de paradigme. C'est ce que Trump est en train de faire pour son pays. Il veut changer les choses pour son pays. Changeons également donc les nôtres, changeons la stratégie, nos paradigmes. Faisons en sorte que ce soit le Togo d'abord. Que ce soit le Togo d'abord et après on verra le reste. Mais ici, c'est pas ça. Oui, Gérard, je vous voyais. Quand Sylvestre parlait, vous n'êtes pas d'accord avec lui? Non, si, je suis d'accord. Je suis d'accord. Et le point qui est le plus important pour moi, c'est qu'il faut éduquer les peuples à prioriser les priorités. Je le dis comme ça. Voilà. Qu'est-ce que c'est que nos priorités actuellement? Vous voyez, je discutais avec un confrère autour d'un plateau qui me disait non, il y a des mois au moins, ils distribuaient de l'argent. Et donc, les gens vivaient un peu mieux. Vous voyez? Et ça, c'est la crème de la crème. C'est un intellectuel. Et pourtant, il pense que distribuer de l'argent, c'est une bonne chose. Ça a un nom, ça s'appelle du gaspillage. C'est du gaspillage. Vous êtes père de famille, il y a 100 000, vous disposez de 100 000 francs, il n'y a pas le courant dans la maison, mais papa prend et distribue à chaque enfant. Il aurait pu demander, ah tiens, on a une aubaine, mais amène-nous le courant. La prochaine fois qu'il aura une occasion, on amène l'eau courante. La prochaine fois, il répare la toiture. Il fait de bonnes choses. Mais il peut aussi distribuer pour que chacun soit content. Est-ce que c'est distribuer qui est à notre avantage? Donc, là, les Togolais eux-mêmes pensent qu'il faut distribuer. Nous faisons une marche de soutien. On nous a donné 5 000. Si c'est 3 000 personnes qui ont fait la marche, multiplié par 5 000. Faites tourner l'économie. L'argent va circuler. Non, jamais. Ça s'appelle du gaspillage. C'est pour ça que je vous ai donné l'exemple. Ça veut dire que quand vous ne faites rien... Il y a des gens à distribuer, mais... Ils distribuaient beaucoup. Ça veut dire que tant que l'argent n'est pas géré... Vous savez, à son époque, on entend des discours du genre, l'argent circule au moins. Oui. Les étudiants à l'époque, vous vous rappelez? Non, c'est aujourd'hui, les Togolais, ils disent, l'argent ne circule plus. Ah bah oui. C'est un faux concept de penser que quand on gaspille l'argent, c'est que l'argent circule. C'est pas le même terme là. C'est pas le même sémantique quoi. Distribuer l'argent, gaspiller l'argent, distribuer les ressources d'un pays et gaspiller les ressources d'un pays, mais c'est pas la même chose. Pour moi c'est extrêmement clair quoi. Bon, et puis bon, quand on voit les histoires de sida et tout, hein, c'est vrai ce que l'homme a dit, mais il ne faut pas oublier non plus que les gens en font vraiment du business. Hein. À travers cette histoire de lutte contre le sida, certains se sont enrichis aussi. Et les Américains, ils ne sont pas bêtes. Ils voient tout ça. Quelqu'un qui dirige un projet ou bien qui est dans un projet, et puis vous le voyez qu'il y a des 4x4, 3, 4, 4x4. Juste parce qu'il est à la tête d'un projet. Pas juste parce que quelqu'un est tombé malade. Vous voyez, ça c'est quand même assez dur. Et l'autre bémol que j'aurais voulu apporter aussi, et là il faudra m'excuser, mais vivre en autarcie, ça a quand même un sens. C'est-à-dire que vivre en interdépendance, c'est différent de vivre dépendant. C'est-à-dire que nos pays vivent en dépendance.
Ce n'est pas une question d'autarcie. Tant que l'autre n'est pas là, nous, on ne peut pas manger. Ce n'est pas une question d'autarcie, c'est que vous êtes dépendant de l'autre. Mais l'interdépendance, vous avez besoin de moi, j'ai besoin de vous, c'est ça qui est bien. Sinon, aucun être humain ne peut vivre en autarcie. Ça, ce n'est même pas possible. Étant donné que la définition même de l'être humain, c'est que c'est un être social. Il est obligé de vivre en société, de commercer avec les autres et tout. Donc l'autarcie est exclue. Mais il ne faut pas confondre la dépendance et l'interdépendance. Nous dépendons de tout. Quand il y aura une maladie, venez nous sauver, sinon on meurt tous. S'il y a un cataclysme, un tremblement de terre, venez nous sauver, sinon on meurt. Non, il faut que nous soyons capables, nous-mêmes, d'avoir par exemple, ne serait-ce que des camions de sapeurs-pompiers. Quand nos marchés brûlent, qu'on soit capable d'aller éteindre le feu. Comment est-ce qu'on peut dire, mais les Américains donnent-nous des camions pour qu'on éteigne le feu quand notre maison brûle? Soyons sincères. Et moi, c'est là où je n'arrive pas tellement à critiquer notre gouvernement, parce que le peuple est complice. Le peuple est complice, sérieusement. Oui. Non, le peuple est complice. Le peuple du Togo est complice, je crois, de la situation qu'il vit. Par ignorance. Qu'il vit. Par ignorance. Par ignorance. Sinon, on aurait refusé certaines choses. Moi, la dernière fois que j'ai pris l'argent d'Adéma, c'est un petit secret, c'était 35 000. Hein. Et après, on a refusé de prendre. Parce que certains nous ont expliqué que ce n'était pas la peine. On est allé au KRT, il était là, il parlait, on ne vous a pas oublié. Si c'est quoi, et tout le monde criait, on était tout petit, 20 ans, 21 ans. Il faut dire, non, vous avez réservé 184 millions. Vous imaginez 184 millions, alors que le restaurant, il fallait faire 2 heures de queue pour manger. Il n'y avait pas de bibliothèque. À l'époque. Il n'y avait rien. Et on vous donne 184 millions comme ça. Et on se l'est partagé, 35 000. Mon voisin, lui, il est parti chercher une femme avec, et la femme n'était pas tout à fait d'accord. Il a acheté une radio rapidement, et la femme n'était pas tout d'accord dans la petite bagarre, là, la radio est cassée. C'était fini, quoi. Il est revenu au point mort. Les 35 ils sont finis comme ça. Ah ouais, c'était fini. Vous le mettez en caricature mercredi? Non, il me fait trop pitié. Donc, c'est des erreurs comme ça que nous faisons, mais il faut dire que dans certains pays, vous n'allez pas aller faire ça en Allemagne. Vous allez trouver de l'argent chancelier qui se met à distribuer de l'argent sous les arbres. Ce n'est même pas pensable. Aucun politicien. En France, c'est pas possible. Aux États-Unis, c'est pas possible. On va vous dire, c'est l'argent du contribuable. Pourquoi vous faites ça? Vous vous acquérissez en prison. Ce n'est même pas possible. Par quel mécanisme vous allez mettre la main sur l'argent et commencer à le distribuer? Par quel mécanisme? Or, chez nous, c'est possible d'avoir la caisse en main. C'est tout ça là que nous devons changer. Et c'est tout cela, si le chef de l'État peut-être nous écoute, c'est vers cela qu'il va falloir amener le peuple. Et là, il faudra une main de fer, quoi. Il faudra faire violence sur soi, mais et sur les gens qui sont d'accord. On parle de l'USAID. C'est vrai que le Togo ne prend pas beaucoup d'argent, mais on en prend quand même énormément. Et comment ça pourrait être réglé aujourd'hui, l'homme? Parce qu'il y a quand même des besoins. Si cet argent aussi vient ici, ça veut dire qu'il y a des secteurs qui en ont besoin. Comment est-ce qu'on peut régler ça, à votre avis? Non, je pense qu'ils vont juste réorienter les choses pour trouver une solution. Puisque, bon, si l'aide américaine... Parce qu'on parle des antirétroviraux, par exemple, il y a des gens qui sont sous antirétroviraux, et ça veut dire que ça va être coupé. Et si l'État n'intervient pas gratuitement, parce que les gens recevaient l'antirétroviraux gratuitement. Oui, mais le Togo reste un État souverain. Il va falloir qu'il puisse trouver justement les voies et moyens pour pouvoir continuer d'assumer ça. Parce que vous avez quand même l'OMS, qui est un partenaire stratégique mondial pour le Togo. L'OMS peut subventionner aussi tout ce qui concerne les charges relatives à ça. L'OMS aujourd'hui qui a un problème de l'USAID. Oui, c'est ce que je dis. Maintenant, mais parce que si l'OMS aussi se retrouve en difficulté, elle doit chercher un autre contributeur. Puisque ce n'est pas les États-Unis seuls qui contribuent. Ils sont nombreux. Donc, si les États-Unis suspendent, il faut prouver l'importance de pouvoir continuer à subventionner ce qu'il faut pour que les gens ne tombent pas malades. Parce qu'il y a la lutte contre le paludisme aussi. Oui, bien sûr. Oui, donc, et ça, c'est en Afrique exclusivement. Et le palud, c'est en Afrique d'abord. Et ça tue des millions de personnes. Oui. Donc, aujourd'hui, on est véritablement face à un problème majeur de santé. Et donc, le palud, la lutte contre le sida, la tuberculose, il va falloir trouver des partenaires. Et je crois que c'est pas ce qu'il y a de plus difficile à chercher quand il s'agit de la santé publique. Mais en même temps, excusez-moi, et on va finir là-dessus, mais est-ce que c'est quand même pas honteux que l'Afrique puisse vivre sous perfusion permanemment?
je reviens sur ce que j'ai dit. J'ai dit aucun pays ne peut vivre en autarcie. Et vous savez, les autres puissances aussi vivent sous perfusion de l'Afrique. Sans ressources minières, vous n'avez rien. Le plus grand gisement de colbate au monde, c'est en RD Congo. Et toutes les puissances ont besoin de ça pour fabriquer, pour être excellents dans les télécommunications. Mais ils achètent. Pas forcément. Pas toutes les fois. Ils achètent pas toutes les fois. Quand on parle de pillage aussi de nos ressources, il y a aussi ça. Ils achètent, mais à quel prix? Des fois, ils viennent, ils puisent et ils s'en vont. Mais quand vous prenez par exemple la fondation Bill Gates, vous savez qu'il y a eu un scandale où on disait que oui, ils viennent donner quelque chose pour la lutte contre le paludisme, mais derrière, ils exploitent le sous-sol là-bas avec du colbate. Ils ne payent pas. Donc, c'est pas forcément qu'ils payent. Et donc, c'est pourquoi je dis, autant ils ont besoin de nous, autant on a besoin d'eux. Et bon, oui, nous... Je ne comprends pas l'homme, hein. Ils ont besoin de nous pour nous voler. J'ai besoin de vous voler, c'est ça vous voulez dire? Non, c'est-à-dire... Vous laissez votre bien, l'autre il vient, il prend, je ne comprends pas. Non, ce que je dis, c'est que je ne parle pas de comment on fait. Je dis aucun pays ne peut vivre en autarcie. Les États-Unis ont besoin de l'Afrique, l'Afrique a besoin des États-Unis. Il y a un auditeur sur Twitter qui dit, mais donc les Américains, les USA ne peuvent pas vivre sans l'Afrique. Vous êtes sûr qu'ils ne peuvent pas vivre sans l'Afrique? Les Américains par exemple? Vous savez, par exemple, en RD Congo, vous connaissez les pays qui se battent autour des ressources minières. Pourquoi les Américains. Pourquoi ils ne se battent pas ailleurs? Pourquoi ils ne vont pas ailleurs? Sans l'Afrique, laissons l'Afrique de côté. Pourquoi ils ne font pas ça chez eux? Pourquoi il n'y a pas de ressources là-bas pour qu'ils exploitent le colbate? Pourquoi au Niger, il y a des tensions autour de l'uranium? Pourquoi vous n'allez pas chercher ça dans un autre pays? Pourquoi on ne vient pas chercher le manganèse ailleurs? Pourquoi on ne vient pas chercher l'or ailleurs? Où on est au Burkina, on est au Ghana. Pourquoi on ne va pas chercher l'or ailleurs que le Mali? Ça, c'est des questions stratégiques. C'est-à-dire que quand vous prenez la carte du monde, l'Afrique a une position stratégique. Quand je dis ça, souvent, les gens ne font pas l'exercice. C'est comme DeepSeek la dernière fois, vous avez vu Taxi FM. Prenez la carte du monde, déroulez la carte du monde, regardez le continent africain, regardez la position du continent africain par rapport aux latitudes, l'équateur et puis tout ce qu'il y a comme latitude, longitude. Vous allez voir la position stratégique. C'est pratiquement le centre du monde. Et la RD Congo est pratiquement le centre de la planète. Oui. Regardez bien la carte. Et tout est là. Ça, c'est pas une position hasardeuse. Quand on dit, oui, nous, c'est vrai, on a besoin de l'aide extérieure. Quoi qu'on dise, on en a besoin. Mais les autres puissances aussi ont besoin de nous. Nous, on donne pas d'argent, mais on donne nos ressources. Alors, si nous avons autant, excusez-moi, mais si nous avons autant besoin de l'aide extérieure, c'est vrai, on ne peut pas vivre en autarcie, mais est-ce que ce n'est pas aussi la faute de ceux qui nous gouvernent, ceux qui nous dirigent? Je ne parle pas encore du Togo, je parle de l'Afrique. J'ai parlé tout à l'heure de redistribution. Si le bassin de Congo est bien géré, où des gens payent comme ils puisent. J'ai parlé tout à l'heure de redistribution équitable des richesses nationales. J'ai parlé de bonne gouvernance. Tout ça, c'est des fondamentaux. C'est des fondamentaux. Si tout cela est optimal, on va voir que oui. Pourquoi les gens ont besoin du diamant du Botswana? Il y a du diamant partout. Oui. Dans des pays. Mais on spécifique, mais on vient au Botswana. C'est à cause de la pureté et de la grosseur. Vous ne trouvez ça nulle part ailleurs. Le Botswana, le plus gros gisement de diamants. Bien sûr. Et donc, en Afrique, il y a tout. Vous avez un continent riche et béni. Donc, les gens ne peuvent pas se passer du continent. Parce qu'il y a tout ici. Les ressources minières. On n'a pas de l'argent à donner du cash, mais il y a des ressources minières. Et puis on a la jeunesse. On a la jeunesse, on a la force humaine. Mais maintenant, tout dépend de comment, des perspectives de coopération et de collaboration. Qu'est-ce que vous mettez dedans? Par exemple, oui, vous venez, vous voulez telle ressource minière, mais ça dépend de, comme Sylvestre l'a dit tout à l'heure, oui, ça dépend de comment les gens collaborent. Il ne faut pas que ça repose sur un individu ou sur un groupe d'individus. C'est là où je parle de répartition équitable des richesses nationales. Quand le diamant, on exploite le diamant, il faut que ça profite à l'ensemble de la population. Exact. Au PNB par habitant, il faut que ça se dessine. Quand on a un PNB par habitant de tel, c'est élevé. Donc, on sait que oui, les ressources sont redistribuées systématiquement. Donc, il y a beaucoup de paramètres qu'il faut voir parce qu'on rentre là dans l'économie. Parce que quand on exploite, il faut redistribuer, etc. Exact. Mais l'Afrique, oui, nous, on bénéficie de l'aide extérieure. Je me rappelle, on a fait le club diplomatique une fois sur la pertinence de l'aide extérieure. C'était à l'hôtel Sarakawa.
Et il y a eu un grand débat le soir là où les gens n'étaient pas du tout contents, les gens n'étaient pas d'accord. Mais quand on prend on va sur des tribunes, on dit oui, on n'a pas besoin, on est fatigué, on est ceci, on est cela. Mais quand on regarde, en fait, ça fait rire un peu, vous comprenez? Oui. Parce que quand le président Ghané a pris le pouvoir, je parlais de comment appelle-t-on? Ado. Okay. Quand il a pris, il a dit non, il est venu, il a dit non, on coupe ceci, on n'a pas besoin de ça, on coupe. Il a voulu muscler. Mais il a fait moi, j'ai dit à l'époque, j'avais dit qu'il va pas tenir. Vous ne pouvez pas faire ça aux institutions internationales. C'est-à-dire, vous fermez les yeux, vous coopérez, vous travaillez. Quand vous avez besoin de vous leur faites appel. Mais quand vous dites on n'a pas besoin de ci, on n'a pas besoin de ça, ok, ils vont vous regarder 2 ans, 3 ans. Vous n'allez pas tenir. Mais c'est quand même bizarre tout ça. Bon, mais l'Algérie a fait ça. L'Algérie a payé ses dettes. Il dit on n'a plus rien à cirer avec le FMI et la Banque mondiale. Mais ça leur a réussi. Oui, mais aujourd'hui ils sont de retour. Oui, mais de toutes les façons, ils ont lavé la front, ils ont quand même assez. Mais le Ghana aussi a fait 2 ans, mais ils sont de retour. Non, c'est pour ça moi je dis tout le monde a besoin d'un banquier, quoi. Ouais, les pays aussi ont besoin de banquiers, c'est normal. Mais il faut pas aller vers sa banque étant endetté. Il ne faut pas aller vers sa banque où dès que vous rentrez, le gestionnaire se dit oh, il est encore là. Il est arrivé. Non, mais quand j'arrive dans ma banque, mais quand on se dit il nous a encore apporté de l'argent. Oui. Ou bien il veut nous proposer quelque chose. Mais quand il dit je veux un découvert, est-ce que vous pouvez me trouver 5 francs, tout ça, non. Donc il y a client et client. Non, nous sommes des clients un peu cons. Et il y a des clients qui sont. Voilà. Qui ont le truc là. Je veux savoir ce que pense vous savez, ce sujet-là juste une question. On parlait tout de suite. Non, comme ça, je me pose une question. On parlait tout de suite de paludisme qui tuait des millions de personnes. Mais sincèrement, entre nous, avant qu'on amène les arénates, co-arénates, artéméter, est-ce que nos parents ne vivaient pas? Ils vivaient. Ils vivaient. Ils survivaient. Non. De la maladie, je veux dire. Je suis désolé. Je suis désolé. S'ils survivaient, ils seraient des gens malingres, des gens qui ne valaient rien, des gens qu'on ne pouvait pas vendre comme esclaves, parce qu'ils seraient incapables de travailler. Malades, mais par les plantes, ils se réveillent. Ils se guérissaient par les plantes. Oui, alors pourquoi est-ce que l'Africain est autant con pour ne pas développer la médecine par les plantes? Pourquoi est-ce que nous ne trouvons pas un peu d'argent pour investir dans la recherche? Non mais attendez, vous pensez qu'il n'y a pas des plantes que des gens ont découvert et ils se sont fait niquer? Je ne sais pas. En tout cas... Ils ont été tués? Oui, ce que je dis. Pourquoi est-ce que nous n'imposons pas ça? Voilà. Bon, si on a été tués, si nous laissons nos champions se faire tuer, c'est que nous sommes cons. Vous connaissez Artemisia? Oui. Vous connaissez son histoire? Oui, bien sûr. Oui, mais quand vous laissez votre champion se faire assassiner, c'est que vous n'êtes pas malin. Si les Américains étaient bêtes, moi je serais d'accord qu'on assassine l'homme. Mais vous allez voir comment ils vont le protéger. Ils vont le protéger. Einstein, quand on allait le tuer en Allemagne, les Américains disent écoutez, venez, on l'a protégé. Ils prennent l'intelligentsia de par le monde et ils les utilisent. J'étais à une conférence sur le Covid-19. C'était très intéressant. Les gens étaient venus du Burkina, tout ça. Là, je leur ai posé une question que je pense qu'ils ne vont pas oublier de sitôt. Je dis mais vous avez vos anges gardiens qui sont les Blancs. Aujourd'hui, vous vous êtes adressés à eux. Voilà que vos anges gardiens eux-mêmes sont attaqués par le Covid et ils sont en train de mourir. Qu'est-ce que vous allez devenir? Est-ce qu'à partir de maintenant, vous allez penser à développer une médecine endogène chez vous au cas où vos anges gardiens seraient mal en point, que vous puissiez vous sauver vous-même? Mais ils m'ont donné raison quand même un peu, quelque part. N'étant quand même pas du métier, c'est une logique qu'on ne peut pas être dépendant. C'est ça que je disais à l'homme. Être dépendant, il n'y a rien de plus terrible. Moi, mes enfants, ce que je crains le plus, c'est qu'un de mes enfants soit dépendant de moi. À 10 ans, 15 ans, mais qu'il soit lui-même. Qu'il ait du caractère, qu'il puisse me dire, papa, non, ça je ne fais pas. Voilà. Mais quelqu'un qui est dépendant, ça veut dire qu'il n'a pas de caractère, ça veut dire que ça ne va pas. Oui, alors, mais est-ce qu'on est dépendant? Oui, nous sommes dépendants. Nous sommes dépendants. Comment par exemple? D'abord, si on remonte un peu dans l'histoire. Non, pas l'histoire actuellement. Je vais donner donc cette citation-là de Thomas Sankara qui disait que l'aide qui ne nous permet pas donc de nous passer de l'aide, oui, n'en est pas une en fait. Ça nous déresponsabilise. Aujourd'hui, on est devant ce fait accompli là. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on prenait de l'argent de l'USAID, donc on se dit voilà quoi. Chaque fois, on va prendre. Aujourd'hui, ils sont partis en cri. Mais si oui, parce qu'on crie, justement. Justement, on crie. Mais je crois que celui qui veut muscler, qui se dit non, bon, non, ce sont que des...
parce qu'on a été pris de coup. Personne ne s'attendait à ces décisions. Donc, aujourd'hui, au niveau des États, je vous dis, si rien n'est fait, il y aura des grognes. C'est-à-dire que des personnes qui sont sous rétroviraux, anti-rétroviraux, mais si à un moment de l'échéance, ils n'ont pas les produits, mais ils vont sortir pour crier. Sur qui? Pas sur les États-Unis, mais sur leur État. Oui, bien sûr. Parce que l'État est censé de les protéger. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, tous les gouvernements africains ont chaud. Ils doivent aller chercher des moyens, ne serait-ce pour compenser au moins ce trou-là. Et ils sont obligés de les donner gratuitement, pas un seul franc. Entre-temps, au temps du général, c'était même la première marche de ceux qui sont porteurs donc, de VIH-Sida. Ils ont marché dans ce pays. Oui, bien sûr. Et c'est ce jour-là qu'il y a après ses responsabilités. Et on n'a plus vu ces marches-là. Donc aujourd'hui, je crois que cette fermeture de l'UCAD aura des répercussions sur nos États parce qu'en amont, on avait pris des dispositions. Oui, on prenait de l'argent, mais qu'est-ce que vous avez fait avec cet argent-là? Oui, on donnait, vous redonnez. C'est-à-dire que vous êtes peut-être devenu guichet automatique. On place et puis vous donnez. Vous ne faites rien plus tard. Maintenant, aujourd'hui, ils sont devant le fait accompli. S'ils avaient pris des dispositions en amont, oui, peut-être ils prenaient, 10 000 $ ici, mais ils investissaient et ils mettaient dans d'autres choses pour que demain, on puisse s'en servir au cas où le robinet est fermé. Maintenant, le robinet est fermé, ils vont faire quoi? C'est pourquoi je dis qu'en Afrique, nous avons passé trop de temps à quémander et nous sommes restés des éternels quémandeurs. Nous sommes restés des éternels quémandeurs. Oui, on va bouder tout ça, mais après, on tend toujours la main. L'Afrique tend toujours la main. Oui, et l'homme nous dit, on a des ressources, on a ci, mais qu'est-ce qu'on en fait? C'est pas moi qui le dis, tu le sais. Qu'est-ce qu'on en fait? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on en fait? Je vous le disais la dernière fois où le Togo considère comme le premier produit aux ressources que le Togo exporte le mieux, c'est les phosphates. Oui. Mais le même phosphate ne contribue même pas à un seul franc au budget de l'État. C'est absent. Absent. Quand on prend le budget. Quand on prend le budget de l'État, il n'y a même pas une seule ligne. Pas de trace donc, du phosphate. L'argent n'a pas sous. Qu'est-ce qu'on en fait? Vous voyez, donc il y a tellement donc, de choses qu'on peut en citer, si bien que c'est au niveau de la gestion de l'État. Quand les gens viennent pour gérer l'État, ils ne pensent qu'à gérer d'abord eux-mêmes et leur famille. Et après, donc, on est dans le pétrin. Nous tous, malheureusement. Monsieur, merci beaucoup. Je voulais qu'on aborde. Je voudrais juste compléter ce que Sylvestre a dit. On oublie un côté là, c'est que quand il n'y a plus d'antirétroviraux, ceux qui sont sous traitement deviennent plus contagieux. Et donc la société est en danger. Ça dit que quelqu'un qui est tout sous antirétroviraux, à un moment donné, n'est plus contagieux. Il ne peut plus contaminer les autres parce qu'il n'a pas assez de virus. Mais dès qu'il arrête le traitement, il devient contagieux et donc le virus va se répandre. Certains vont penser que moi je suis séro-négatif et donc non, nous tous on est concernés en fait. C'est la maladie qui va continuer à se répandre et on sera devant une population morbide parce que quand les gens sont malades, ils n'ont pas assez d'énergie, ils sont bleu quoi. Donc on ne travaille pas, on ne peut pas travailler. Et avec une population comme ça, rien ne peut marcher. Rien ne peut marcher. Merci beaucoup. On va parler de notre sujet rapidement. Il faut donner de l'espoir à ceux qui sont quand même qui sont sous traitement. C'est pas que on a dit que oui, on a un débat, mais peut-être quelqu'un qui est en train de nous écouter se dit que je suis en danger. Voilà, on va plus m'envoyer. Oui, mais il faut les rassurer. Il faut leur dire qu'on n'est pas encore à ce niveau. On n'en arrivera pas d'ailleurs, par la grâce de Dieu, et que il y aura toujours quand même. La grâce de Dieu va faire quoi? Vous avez des informations? La grâce de Dieu va faire quoi? Mais pour les rassurer autant. Pour les rassurer autant que moi. Je verrais bien l'homme en politique. Non, il a tous les caractéristiques. Non, on va rassurer que on en arrive que la situation est sous contrôle. Non, vous savez, on est dans un système, on est dans un monde de plus en plus interconnecté. Je ne vois pas aujourd'hui tous les efforts déployés dans le monde par l'OMS, par les États, pour pouvoir trouver une solution à cette maladie depuis des années. Et qu'on en soit là, on dit que il y a un pays qui a suspendu son aide et que tout le monde se rétracte. Je crois quand même que le secours viendra de quelque part pour que cette fourniture, cette lutte-là... En réalité, c'est une question de foi. Voilà. Finalement, c'est tout, c'est vrai. Moi, je ne crois pas trop. Quand je vois tout ce qui se passe, quand je vois quelqu'un tomber de moto, il va à l'hôpital parce qu'il n'y a pas le truc pour faire les premiers soins, il meurt devant vous. Mais j'ai vu à l'hôpital une fillette rendre l'âme comme ça parce qu'on cherchait les trucs respiratoires. Et c'est où là? Il cherchait, mais l'enfant est morte devant eux. Donc, mais qu'est-ce qu'on attend encore
pour savoir que le secours ne viendra de nulle part. Puisque tous les jours, ça se passe devant nous. Non, Gérard. Tous les jours, nous mourons de maladie. Dans la vie, il faut espérer contre toute espérance. Mais quand nous n'avons pas de scanner, non, Gérard, qui nous en a amené? Je vais vous surprendre, mais je vais surprendre aussi ceux qui nous écoutent. Oui. Même quand tout va mal, il faut l'éternel est là. Je ne suis pas pasteur, mais l'espoir reste quand même un rempart. Vous pouvez tout perdre dans la vie sauf l'espoir. Je suis franc dans ce que je dis. Oui. Vous pouvez tout perdre dans la vie, gardez l'espoir. Je sais de quoi je parle. Parce que quand vous ne vous accrochez à rien du tout, là, oui, c'est fini. Ça n'a pas de sens, vous ne vivez plus. Donc on ne va pas mettre les gens dans ce schéma-là. On n'est pas encore... écoutez, aujourd'hui au Togo, on n'est pas encore dans une situation de guerre atroce comme dans d'autres pays. Mais donc, s'il y a une situation qui se passe... Mais c'est pourquoi je dis... Ça peut être géré par les gouvernants. C'est pourquoi je dis, on ne dit pas que... Parce que, vous savez, il y a des choses comme ça, on dit sur les antennes, les gens vont dire après qu'ils tombent sur les radios. Ils ont dit qu'ils vont couper. Donc c'est pourquoi je dis, et je rassure... Non, je suis franc. Je dis, pour le moment, on n'a pas annoncé une rupture. On n'a pas annoncé que ça va se cesser. Continuons. Je crois que l'État n'a pas encore dit qu'on est en difficulté par rapport à ça. Ou bien. Oui, non, et les centres de santé n'ont pas encore dit. La Commission nationale de lutte contre le sida n'a encore rien dit. Continuons, allons-y, que les gens soient tranquilles. On verra petit à petit. Mais arrêtons aussi de fêter. Bientôt, il y aura le 27 avril. Il y aura le 27 avril. On va voir encore des parachutistes, de ceci, de cela. Arrêtons tout ça. Diminuons les choses. Mais 27 avril, c'est l'indépendance du Togo. Mais on peut fêter sobrement. On peut fêter de façon sensée. On peut fêter son anniversaire sans aller faire un prêt à la banque. On se contente de ce qu'on a. Mais si nous fêtons tout le temps, on fête Sarakawa, on fête mort de Yadema, on fête 27 avril, on fête, alors que nos enfants sont en danger et nous avons de l'espoir. On écrira sur nos tombes, ils n'ont jamais perdu espoir. Et pourtant on est mort. C'est ça. Ben oui, ça ne servira à rien. D'accord, très bien. Ouais, soyons réalistes, quoi. Personne dans ce monde ne court au secours de l'autre. Tout simplement. Le monde est ainsi fait. Ça, c'est une vérité. Nous manquons de scanners depuis personne nous en a amené. Beaucoup de gens sont morts à cause de manque de scanners. Si les gens couraient à notre secours, s'il y avait la providence, on aurait déjà eu une dizaine de scanners chez nous. Pourquoi ils n'en ont pas amené? Alors que vous voyez des scanners dans des coins, dans certains hôpitaux en Europe, parce que c'est déjà amorti, ici, quoi. Au niveau des cliniques, il y en a. On dit que c'est amorti et puis ils laissent. Et certains vont ramasser en tant que venu. Voilà. On peinture et puis on dépose. Donc personne ne nous donnera rien. Nous-mêmes, Monsieur, merci beaucoup. Je voulais qu'on parle des récentes nominations, surtout par l'hôtel Sarakawa. C'est vrai que beaucoup en ont parlé la semaine dernière. Mais la nomination du colonel Ouro Koura Agadazi comme nouvel ambassadeur du Togo en France. Mais est-ce que le président Faure Gnassingbé, en allant réveiller presque les anciens pour les remettre en selle, est-ce que c'est un message qu'il a été déçu par la jeunesse et même la jeunesse de son parti, Sylvestre? Non, écoutez, moi depuis un moment, lorsque vous analysez un peu la situation, vous comprendrez que le président togolais aime bien les colonels. Je crois que nous avons même écrit là-dessus en citant les postes clés de la République où sont nommés les colonels. La plupart, sinon 80-90% des préfets sont des colonels. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'administrations où il n'y a que des colonels. Et à l'époque, je faisais peut-être un jeu de mots en disant que en fait, c'est une colonie de colonels qui nous colonisent. Voyez-vous, aujourd'hui, on sent que il a gardé quand même ce flair-là, ce penchant pour les colonels. Et puis, il est l'homme, un colonel qui a remplacé un autre en France comme ambassadeur. Puis le colonel Kalis Madjouba est revenu. Et c'est un autre colonel, Ouro Koura Agadazi, qui est remonté. Lui, c'est comme s'il est devenu donc le parrain ou le propriétaire de l'ANSAT depuis qu'il a pris l'ANSAT. Il n'a jamais quitté. Il était même ministre, il cumulait. Aujourd'hui, après son éviction du gouvernement, il a retrouvé l'ANSAT. Après l'ANSAT, il devient ambassadeur. C'est dire qu'on recycle très souvent les postes du régime. Et j'ai l'impression que ceux qui... c'est ça la lecture. Hein. Vous parlez de recyclage? Oui, c'est un recyclage. On les prend et puis on les met dans un autre moule pour voir ce que ça va donner.
Et puis si ça ne prend pas, bon, on peut les rappeler, les mettre ailleurs. Ça devient un jeu d'échecs et puis bon voilà. Et bon, quand je parlais de jeu d'échecs et puis le pays ne va que d'échec en échec. Et c'est cela. C'est-à-dire que ceux qui ont véritablement milité pour le RPT, c'est-à-dire que les pionniers du RPT sont souvent recyclés. C'est-à-dire que lorsque vous prenez un peu ceux qui sont souvent nommés, le profil de ceux qui sont souvent nommés, la plupart ce sont quand même des dignitaires du RPT. C'est là où je me pose mille et une questions. Ceux qui sont donc les ouvriers donc de 10 heures là, c'est les ouvriers de Uni là. Finalement, on les voit presque pas. Il y a le confrère à la Dépêche la semaine dernière qui justement aussi écrivait sur ce sujet, disait que Faure Gnassingbé nettoie toujours les anciennes pièces et les repositionne. Les jeunes du parti Unir laissés sur le carreau. Justement. C'est donc ça. C'est donc ça. Faites bien la lecture. Ceux qui étaient les premiers donc du RPT sont souvent là. Ils sont toujours là. Maintenant, ceux de Unir, j'ai l'impression que ils peinent à convaincre donc le chef de l'État ou le premier responsable du parti. Si bien que vous voyez un peu, vous ne voyez presque pas les jeunes donc de Uni. Peut-être qu'ils sont un peu autour du chef de l'État, dans l'administration et tout ça, mais quand il faut aller en mission, quand il faut faire une opération, c'est le RPT on va choisir. On va puiser dans le RPT, quoi. Et c'est cela. C'est pourquoi même le chef de l'État, il était même obligé de l'avouer la dernière fois à Kara, que j'ai la nostalgie du RPT. Et ça se voit. C'est ça, cette nostalgie-là. Non, c'est l'ambiance dans la salle du palais des congrès de Kara qui vient te dire ça. Oui, qu'il a la nostalgie du RPT. Ça veut dire qu'au niveau donc de UNIR, on peine à convaincre. Oui, on peine à convaincre. Si bien que ceux qui étaient donc les pontes, ceux qui étaient avec le général, ils ont gardé leur position, ils ont gardé leur stratégie, ils ont gardé cette suprématie sur les jeunes qui sont arrivés. Et donc ils vont toujours en brage. S'il faut aller en mission, s'il faut faire des opérations, on va puiser dans le RPT. Ouais, donc il leur revient aujourd'hui donc de tout faire pour ne serait-ce que pour effacer cet amour-là. Donc du chef de l'État au RPT, mais bon, eux aussi, bon, voilà quoi. Gérard, qu'est-ce que cela éveille en vous? Bon, moi j'ai une toute autre impression. Je me dis que le président Faure travaille majoritairement avec des jeunes. Sylvestre l'a dit, il a effleuré un peu. Quand vous voyez sur les réseaux sociaux, tout ce qui est technique et tout ce qui est un peu manigance pour conserver le pouvoir, c'est des jeunes en fait. Quand vous prenez la nouvelle génération de colonels dont on parle, c'est des jeunes. Les anciens colonels, ils sont où? Ils sont retraités. Et Faure Gnassingbé, il a formé ses propres colonels, et qui sont des jeunes, qui sont dans la quarantaine, 40 et quelques. Bon, encore qu'on me définit ce qu'on appelle jeunes. Quand je prends le gouvernement, quand je prends par exemple, je sais pas, Madame Tchegan, Kuigan, Dogbé, tout ça là, c'est des jeunes ou bien c'est des vieux? Je ne sais pas. En tout cas, ce n'est pas des gens qui ont travaillé pour le RPT. C'est Unir. Et donc, moi, je ne vois pas là où vraiment on met les gens du RPT. Ce qui est vrai, c'est que le régime ne laisse jamais tomber ses anciens collaborateurs. On les case ou bien on les neutralise. Mais les laisser dans la nature... On les case, on peut les remettre en scène. Comme le cas d'Agadazi. On peut les caser. On a vu récemment pour le sénatorial, oui, certains. Oui. Les vieux. Oui. Qui sont revenus. Ils sont revenus. Ils sont revenus. C'est de ça qu'on parle. Ouais, ils sont revenus. C'est répété. Oui, ils sont revenus. Agadazi, c'est répété. C'est pas un jeu de colonel. Oui, moi je parle de majoritairement. Ceux qui font la politique aujourd'hui, c'est pas forcément des gens du RPT. Quand vous prenez Kankan, Nachaba, ou je sais pas quoi, donnez-moi des exemples. Isaac Tchakbé, c'est des jeunes en fait. Isaac Tchakbé, c'est de l'UFC. Hein. Oui, mais il fait la politique avec lui. Il est ministre. Oui, bien sûr. Ouais, quand vous prenez, comment il s'appelle, le ministre du Commerce, le délégué, le gars de bâtir. Ah oui, c'est pas des vieux. C'est pas des vieux. Donc, ce qui est sûr, c'est que quand on prend un vieux, c'est que ça détonne. Ça détonne et vous êtes choqués. Mais qu'est-ce qu'on veut faire encore avec un Barry Moussa Barké? Ça détonne
et vous avez l'impression qu'il y a trop de vieux. Mais en général, quand vous faites, bon, moi j'ai pas fait les statistiques, mais quand vous voyez les statistiques, aujourd'hui, une ère très technologique, hein, c'est Internet, des trucs comme ça, pour changer les mentalités, pour faire ceci, pour impressionner tout. Et c'est pas les Barry Moussa Barké qui vont le faire. C'est vrai qu'on prend souvent les gens du RPT pour chapeauter ces jeunes-là, histoire de peut-être les canaliser, mais en général, la politique est faite par des jeunes très, très informatisés et vraiment... On va revenir sur ce sujet-là, donner la parole aussi à Elon Matisse, on va aborder un sujet lié à ça. Mais puisqu'il est 12h05 même sur la radio, on marque une courte pause, on revient juste après. Car de tout cœur, nous tenons à vous informer. Taxi FM. Tout de suite, la pub. Deux familles plus chaud du moment et sur toutes les langues. En ce moment, profitez d'une offre brûlante avec votre décodeur HD à 3000 francs dès la formule Access. En plus, l'installation est offerte. Et si vous vous réabonnez à votre dernière formule, savourez toutes les chaînes Canal+ pendant 15 jours. Alors retrouvez les programmes les plus relevés avec le retour de Cacao, Qui veut épouser mon fils, le classico le plus enflammé et bien plus encore. Ça brûle, mais c'est bon. Offre soumise à condition, rendez-vous en point de vente. Bonjour Tata, comment allez-vous? Bonjour Irène. Chez moi ça ne va pas, hein. Mon argent du marché se mélange avec mon propre argent là. Du coup, je finis souvent par tout dépenser dans les fonds de la maison. Là où je suis assise comme ça là, nous bouffons là. Mais Tata, pourquoi ne déposes-tu pas les recettes de ton activité sur un compte EcoBank? Il te suffirait juste de télécharger l'application EcoBank mobile ou même de faire étoile 326 dièse. Tu es la troisième personne à me le dire. Mais tu sais, vos histoires de compte là, je ne maîtrise pas, hein. Mais Tata, avec EcoBank, tu peux te créer un compte sans te rendre en agence et même sans aucune formalité. Ça peut se faire juste avec un téléphone qu'on appelle 1+1 là. Ah bon, Irène? Mais oui, Tata. En plus, ce compte te permettra d'envoyer de l'argent à tes fournisseurs et d'en recevoir de manière instantanée sans avoir à te déplacer. Je dis, tu dis que c'est un compte que j'ouvre comment même hier? C'est très simple, Tata. Je t'explique. Grâce à EcoBank, ouvrez un compte bancaire avec votre téléphone en faisant étoile 326 dièse ou téléchargez l'application EcoBank mobile sur Play Store ou App Store. Activez le compte en y faisant un versement et profitez des fonctionnalités d'un compte ordinaire. Offre soumise à condition. Pour toute information, contactez le +228 22 53 76 50 ou écrivez à l'adresse assist@ecobank.com. Apprêtez-vous à vivre la finale Je chante radio 2e édition au Centre culturel Miva de Lomé avec Assoumani Hilal, Hélène Sobo et Boko Godwin. Je chante radio, un événement Taxi FM. Info 90 21 78 28. Je chante radio, dévoile ton talent sur la radio géniale avec Alain Mouaka. Retour des tubes dans un instant sur Taxi FM. Taxi FM. Taxi FM, la seule radio d'information continue. Merci pour votre fidélité à la radio Taxi FM Lomé avec mes confrères Gérard Ouessan et l'homme Matisse Ogbe et Sylvestre Béni. Nous sommes en train de parler des nominations, tous azimuts. On a connu un autre avec l'hôtel Sarakawa. Il y a le cas du colonel Lagadazi qui est sur le tapis. Il semble qu'il y en a d'autres qui sont dans les tuyaux. Et l'homme Matisse Ogbe, qu'est-ce que cela éveille en vous? Bon, au même moment, on va pas dire que oui, il n'y a pas de compétences au niveau de l'armée, parce qu'on connaît quand même des militaires qui ont de très bons niveaux, qui ont fait, il y a des gens qui sont même des énarques. Mais ça, là où ça interroge, c'est que qu'on puisse mettre quand même des officiers à pratiquement tous les postes. C'est ça qui inquiète. Mais bon, parce que bon, on a des gens qu'on forme chaque année qui sont des énarques reconnus, oui, voilà, qui sont des énarques reconnus, qui exercent dans beaucoup de milieux. C'est pas pourquoi, oui, il faut leur faire confiance aussi, vous comprenez. Et sans toutefois verser justement dans la promotion de X ou de Y, je crois quand même que chaque personne doit mériter quand même un poste, une chance. Voilà, la chance qu'on lui donne.
Et quand vous regardez par exemple le directeur général du CETEF aujourd'hui, très jeune, et qui gère quand même le centre tranquillement, avec sa manière, etc. Voilà, il y a quand même, lui, on lui a fait confiance à une position stratégique, parce que le CETEF, c'est pas un petit centre. Et quand on parle de la foire, c'est pas une petite activité commerciale également. Donc, lui, par exemple, on regarde son profil, il y a de son profil là, il y en a plusieurs à Lomé, il y en a plusieurs au Togo. On peut quand même continuer par faire la promotion des jeunes qui émergent, qui ont quand même le niveau, qui méritent quand même qu'on leur donne une petite place afin qu'ils puissent prouver tout le bien qu'on puisse penser d'eux. Donc je crois quand même que c'est important. Mais en même temps, si c'est les mêmes qui reviennent, est-ce que ça ne pose pas un problème? Oui, c'est là le souci en réalité, parce que si par exemple quelqu'un fait ses preuves pendant longtemps dans l'administration et que la personne, on l'a connu, il a fait tout, il a pratiquement tout connu, et que la personne est toujours là, vous comprenez que ça, à un moment donné, quand on tente de ne plus écouter son nom, à un moment donné il revient. Franchement, des gens se disent qu'il n'y a que lui, et lui, il n'y a que lui. C'est comme le gouvernement. On sort des gens ici hier, et au bout de 2, 3, 4, 5 ans, on leur fait appel, on leur dit bon, reprenez ce portefeuille-là. Donc c'est des choses vraiment qui font interroger, oui, on est d'accord. Mais je crois quand même qu'il va falloir qu'on puisse réorienter carrément beaucoup de choses, parce qu'il faut que, oui, l'ENA est là. L'ENA est au Togo. Et quand les gens sortent de l'ENA, ils deviennent quoi? Moi, j'ai bien envie qu'on puisse s'intéresser à ce dossier. Tous ceux qui sortent de l'ENA, qui sont diplômés, que deviennent-ils? Ils travaillent dans l'administration togolaise? Oui, si oui, à quel pourcentage? C'est vrai qu'il y a des concours de la fonction publique qui passent, que ce soit le ministère de l'Agriculture, le ministère de l'Économie et des Finances, mais on ne voit pas quelle est la proportion qu'on absorbe en réalité. Toutes ces personnes qui vont à l'ENA. Parce que quand on lance les concours, mais vous avez des milliers de Togolais qui postulent, qui se retrouvent là, qui déposent leur dossier et qui font l'ENA. Il y a des gens même qui laissent leur poste dans l'administration pour s'engager là-bas. On a des amis qui ont quitté leur poste dans des institutions de la République, qui font l'ENA. Maintenant, après, quand vous finissez, vous avez votre diplôme, vous devenez quoi? Parce que la finalité aussi, c'est de travailler. Bien sûr. À part le diplôme, quand vous avez le diplôme, travaillez. Moi, je dis toujours à ceux que je croise, à mes proches, à mes amis, quoi qu'il se passe, faites votre diplôme. Continuez d'étudier. Parce qu'à un moment donné, le pays aura besoin des diplômés. Des gens qui ont quand même le niveau, qui ont quand même des diplômes à faire valoir. À un moment donné, on en aura besoin. Mais il faut que vous soyez prêts. Il ne faut pas qu'on vienne, on vous cherche et vous dites que vous n'avez pas ce niveau. Soyez prêts, ayez le niveau. Maintenant, ceux qui sortent de l'ENA, oui, qui sortent, mais deviennent quoi après? Je crois quand même que c'est une question. C'est la grande question aujourd'hui. C'est la question qu'on doit se poser. Et sinon, interroger beaucoup de personnes pour voir, parce que là, cette nomination-là, sincèrement, ça peut répondre à une nomination stratégique. Un militaire, un colonel qui remplace un colonel. Je crois que c'est ça. Oui, bien sûr. Un colonel qui remplace un colonel. Et où en France? Et où en France? Parce qu'on sait que Paris, c'est une capitale stratégique aussi. Mais bon, pourquoi lui? Pourquoi pas celui-ci? Pourquoi pas celui-là? Je pense que la question mérite d'être posée. Oui, le cas de l'ENA, ce dont vient de parler l'homme, est quand même assez intéressant, quand même, Sylvestre. On peut se poser des questions. Le pays forme des gens tous les ans. Forme quand même de très bons éléments. Et pas uniquement des Togolais, parce que vous allez à l'ENA, il y a tellement de nationalités étrangères, des Tchadiens, des Gabonais, d'autres nationalités qui arrivent au Togo et qui se font former et qui deviennent meilleurs ailleurs. Voyez-vous, des gens sont de la même promotion. Une fois la formation finie, ils retournent dans leur pays, mais ils sont dans l'administration. Ils sont meilleurs. Ils montrent leurs compétences. Mais ici, les nôtres, voilà quoi, il faudrait encore les chercher. Il faudrait encore les chercher. Or, je crois que c'est un bon vivier. C'est un bon vivier pour l'administration. Ceux qui sortent donc de l'État. Aujourd'hui, on peut peut-être aussi dire, écoutez, pourquoi c'est seulement les vieux qu'on nomme? Il y a des jeunes, il faut les prendre, ils ont fait l'ENA, mais on a vu des jeunes à l'œuvre. Hein. Oui, c'est ça. Vous savez, vous ne pouvez pas commencer aussi et tout de suite être performant. Il y a ça aussi. Et je crois qu'il faut faire une alliance vieux et jeunes pour permettre à ce que les vieux, c'est pas péjoratif, qui puissent quand même transmettre leur connaissance, la pratique.
c'est vrai, on sort donc de la formation. On a presque la théorie. Devant certaines situations, il faut faire réfléchir. Il faut faire parler l'expérience. Donc, je crois qu'on devait avoir ce transfert-là de connaissances, d'expérience entre donc la vieille garde et la jeune garde. Récemment, dans le gouvernement, on a vu des jeunes qui ont quand même déçu. Dans le gouvernement, excusez-moi de le dire. Oui, bon, on a vu des jeunes qui ma foi, n'ont pas osé. Ça, vous savez, en politique, il faut oser aussi. Oui. Au même moment, on a vu certains jeunes qui sont arrivés, qui sont restés. Certains jeunes n'ont véritablement pas osé lorsqu'ils ont eu la chance. Il y a ça aussi, parce que lorsque vous venez à chaque fois pour dire sur instruction personnelle du chef de l'État, toi-même, qu'est-ce que tu apportes? Sans instruction du chef de l'État, toi-même, tu fais quoi? Vous voyez, il y a ce discours-là. Beaucoup n'ont pas quand même su oser, si bien qu'après, ils ont été rapidement déposés. Oui. Et donc, voilà, quoi. Et remplacés par les vieux. Aujourd'hui, il y a tellement donc, de jeunes qui sont au gouvernement, je crois. En parlant, donc, je pense à Malik Nachaba. C'est un bel ami, donc je crois qu'il doit aussi oser. Je sais que c'est un fidèle également de cette émission. Oui. Il doit véritablement oser. Lorsque vous avez cette chance-là, mettez le paquet, sortez donc votre génie. Pour qu'à un moment donné, on puisse se dire, waouh, quoi, il faut pérenniser ce jeune-là. Mais si, pour l'instant, je ne le sens pas, je veux véritablement qu'il puisse impacter ce ministère-là qu'il a. Et donc, voilà, et avis également à d'autres jeunes qui sont au gouvernement et autour du chef de l'État. Quoi. Alors, Gérard, ceux qui sont formés à l'ENA, le sort vous intéresse aussi? Oui, bien sûr. Seulement, moi, je distingue les choses carrément. C'est-à-dire qu'il y a les technocrates et il y a ceux qui ont un poste politique. Ceux dont vous parlez, qui sortent de l'ENA, tout ça là, on peut les classer parmi les technocrates. On a besoin d'un savoir-faire. Mais quand on nomme un ambassadeur, surtout chez nous ici au Togo, demandez-vous, mais pourquoi? Est-ce que c'est pour faire valoir les théories de la diplomatie, et que les théories qui ont été élaborées dans les livres, tout? Non. Je crois que c'est autre chose. Je posais la question à l'ancien ambassadeur de l'Allemagne au Togo, comment est-ce qu'on devient ambassadeur? Je dis non, que chez eux c'est très simple. Il nous a dit tout le cursus. Il y a même des examens. Ça veut dire que c'est un chemin que vous suivez. Il y a des échelons qu'on gravit. Et puis on a toutes les chances d'atterrir ambassadeur. Mais pour être ambassadeur au Togo, qu'est-ce qui se passe? Vous faites quelque chose qui plaît au président de la République pour vous récompenser, on vous nomme ambassadeur. Ah ouais? C'est deux boulots différents, quoi. C'est pour ça que je dis il faut toujours définir la chose. Définir les choses. Un ambassadeur au Togo n'est pas un ambassadeur en Allemagne ou bien en France. Chez nous, c'est des postes politiques où on a besoin d'avoir confiance en la personne. Même quand c'est noir, il peut dire c'est rouge. Même quand, voilà quoi, c'est politique. Et donc, si vous faites l'ENA pour espérer devenir ambassadeur, je vous dis... Non, peut-être, non, pas l'ENA, mais... La personne se goûte. Parce que la dernière fois, quand on a tous appris la nomination du colonel Ourokoura Gadazi, on s'est dit, ici à la conférence de rédaction, on dit, mais c'est un diplomate. Depuis quand il a fait la diplomatie, on n'en sait absolument rien. Voilà. Donc, c'est pour ça que je dis, un ambassadeur togolais, c'est pas un diplomate, c'est pas pour faire de la diplomatie. Non, c'est un poste politique pour défendre des positions politiques, pour défendre... voilà quoi. C'est pas la même chose. Peut-être que être ambassadeur va devenir, je sais pas moi, avec le temps, quelque chose qui aura besoin de diplomatie. Mais chez nous, pour le moment, la diplomatie se fait par le chef de l'État. Ça, c'est... Et à la rigueur, par le ministre des Affaires étrangères. Sinon, l'ambassadeur, il est là pour défendre bec et ongle les positions de son gouvernement et puis c'est tout. Il n'y a pas de diplomatie en tant que telle. Dites-moi un seul qui fait la diplomatie du Togo, même Madjoulba qui est revenu être ministre de la sécurité. Qu'est-ce qu'il pouvait défendre? Quelle diplomatie pouvait faire, étant donné que lui seul, je pense qu'il était il représentait le Togo en Suisse, en France, vraiment tout un pays. En Malte, c'est quelle diplomatie on peut faire en étant un seul ambassadeur pour plusieurs pays? On vous dit, soyez là-bas et remplissez les choses quand les gens ont des problèmes de passeport et tout. Quand il y a une fête en France, veillez à ce que le chef de l'État soit invité. Et quand on a le 27 avril, veillez à ce que Sarkozy vienne. Des trucs comme ça. Mais vous ne faites pas de la diplomatie. Non, pas du tout. C'est mieux que ça.
c'est oui, mieux ou pire. Mais avant que Sarkozy vienne, c'est également de la diplomatie. Non, c'est de la négociation, c'est de la politique avant tout. C'est plus politique que diplomatie. Alors, je veux qu'on parle de la 5e République qui se met en place tout doucement. Gérard, vous êtes dans quelle République là? 4. Comment? Je suis en 4. Je préfère la 4e République. C'est une question de choix. C'est une question. Bon, on va en parler pour que vous vous réveillez. Je me dis que la 5e République, elle n'est pas assez mûrie. Peut-être que je vais changer d'avis après. Hein. En tout cas, peut-être à partir de demain, il va changer d'avis. Sûrement pas demain, mais je me dis qu'il y a beaucoup de, il y a beaucoup de cafouillages. Mai prochain. Mais on rentre dans la 5e République. À partir de mai. Oui. Non, mais je suis un bon démocrate. Hein. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Si c'est ce que la majorité des Togolais ont choisi, je ne peux que me conformer à ça. Même si je suis contre, mais je veux dire, la chose n'a pas été bien mûrie. Et bon, j'ai l'impression que beaucoup aussi ne sont pas pour. Quand je fais mon petit sondage comme ça de journaliste, hein, pas un vrai sondage scientifique, que beaucoup ne sont pas pour, et donc ça risque de créer certains couacs. Bon, mais je peux me tromper aussi, Et j'aurais voulu que ce soit quelque chose qui passe par un référendum, que ce soit bien fait et tout. Vous savez, moi j'ai une conviction toujours, c'est que le chef de l'État, c'est pas pour encenser, le chef de l'État togolais actuel, il peut faire pas mal de choses quand même, si c'est fait dans les normes, quoi. Mais le forcing, le passage en force et tout ça là, est-ce que ça ne nuit pas à son image? Est-ce que... Alors, voilà. En tout cas, ce matin, je crois, si c'est pas encore fini, on devrait avoir les résultats définitifs du sénatorial au niveau de la Cour constitutionnelle. Sylvestre, on pourra dire que la voie est dégagée maintenant, totalement, pour sortir cette transition-là. Oui, dégagée en partie, puisque c'est un processus. Il faut attendre également les 20 autres sénateurs qui seront nommés par le président du Conseil. Et là, je crois que c'est à ce niveau-là, puisque nous ne les aurons pas tout de suite, parce qu'il faut avoir le président du Conseil d'abord. Voyez-vous, donc il faut installer le président du Conseil, puisque c'est lui qui va quand même nommer les 20 sénateurs restants. Et donc, mais depuis le premier jour, ce processus de 5e République a été lancé, je me dis, connaissant un peu le pays et les réalités, la manière dont on procède pour asseoir par de force les institutions, je me dis que c'est déjà plié, quoi qu'il en soit. On ira à cette 5e République si nous ne sommes pas presque déjà dans la 5e République, parce que aujourd'hui, en réalité, nous sommes dans la 5e République et avec une transition. Gérard est toujours dans la 4e. Oui, il peut le dire, puisqu'on utilise encore les dispositions de la 4e République pour les institutions. Vous avez vu qu'entre-temps, même le chef de l'État a dû recourir à la convention originelle de 92 pour nommer encore un premier ministre et former le gouvernement. Oui. Or, si vous prenez les dispositions de la 5e, ce n'est pas de cette manière que cela doit être procédé. Donc voilà, c'est cela. Maintenant, on attend l'activation de l'article 47 de la Constitution du 6 mai, où le chef de l'État sera, le président du Conseil sera installé par la Cour constitutionnelle, et tout le processus unique qui écrit au président de l'Assemblée nationale, qui informe les députés, on informe la Cour constitutionnelle, tout ce tralala, et puis bon, il va prêter serment. Et puis bon, voilà quoi. Alors là, la rédaction me dit que c'est fait, puisque la Cour constitutionnelle vient de proclamer donc ce matin les résultats définitifs des élections sénatoriales du 15 février dernier. Et ces résultats définitifs donnent le parti UNIR vainqueur avec une majorité écrasante des 41 sièges à pouvoir. Et donc, en l'absence de contentieux, et vu les dispositions en vigueur, le parti UNIR a 34 sièges sur les 41 à pouvoir. Alors, des 7 sièges restants, le bloc alternatif togolais pour une innovation républicaine bâtir revient avec 2 sièges. L'indépendant de Bison de Olympio Robert Adeblo Kossi, donc Robert,
avec un siège, le Togo autrement avec un siège, le parti Alliance des démocrates pour le développement intégral ADI un siège, l'Union des forces de changement UFC avec un siège et l'indépendant Clé avec un siège. Voilà donc les résultats proclamés. On attend donc la désignation des 20 autres. Est-ce que Clé c'est indépendant? Je pense pas, c'est un parti politique légalement constitué. Je crois que l'indépendance c'est les deux bisons. C'est les deux bisons et voilà. Voilà quoi, c'est ça. Je vous le disais en off que on n'aurait pas autre chose que ce que la CENI a donné. Donc la Cour constitutionnelle a validé les résultats provisoires de la CENI. Donc voilà, c'est lancé. C'est lancé maintenant. Qu'est-ce qu'il faut espérer? Bon, il faut espérer jusqu'au 3 mai. Je crois le chef de l'État a prêté serment le 3 mai, non? Non, mais puisque selon la Constitution là qui a été votée, donc 5e République, je crois la session doit avoir le premier jeudi du mois d'avril. Et donc ça veut dire qu'on devra connaître donc... Justement, et pour le connaître, il faudrait nécessairement qui est le président du conseil. Le président du conseil doit être installé et donc c'est lui qui va nommer les 20 autres sénateurs pour qu'on ait les 60 parce que je crois que c'est l'article 10 autre section de la Constitution qui le dit. Oui, voilà. Il doit faire une autre session où il y aura des trucs provisoires là. Pour vous voyez. Et donc, tout cela accrédite la thèse de l'homme que tout est flou. C'est ça, l'homme. Moi, j'ai dit en réalité. Non, sur les tests, si on veut se baser sur les clés, c'est clair. Oui, c'est clair. Mais moi, je parle de flou par rapport à la classe politique elle-même. Oui. Aujourd'hui, c'est compliqué de pouvoir lire de façon claire les choses par rapport à la classe politique. Sinon, sur la base des tests de la 5e République, c'est clair. C'est Sénat, Assemblée nationale, mise en place des institutions, tout le monde comprend. Mais regardez la gymnastique que vous faites, vous deux. Il faut nommer, il faut faire... Non, c'est les tests. Oui, mais c'est pourquoi je dis les tests sont clairs. Mais vous-même, les tests sont là. Hein. Mais bon, Eric dit oui, bon, et Suez dit non, il faut que celui-ci, en mars, il faut une session, l'autre dit... Oui, c'est le timing en fait. Il y a la session du droit. Il y a un timing qui est là, qu'on doit respecter avant mai. On est d'accord. En avril. De toutes les façons, on va jusqu'en mai. Il n'y a pas de problème. Maintenant, c'est pourquoi je dis les élections dans la 5e République, après la mise en place des institutions, quels sont les partis, comment les partis vont se comporter, comment les choses vont se dérouler, quelle sera la clé des élections. Comment est-ce que ça va se faire? Parce qu'il y a les municipales qui arrivent dans le courant de l'année octobre. En octobre, je crois, on aura les élections municipales. C'est sur la base des tests de la 5e République. Maintenant, et les partis politiques traditionnels de l'opposition qu'on connaissait, qui ont refusé les tests de la 5e République, est-ce qu'ils iront à ces élections? On verra. Que deviendra la classe politique de la 5e République? Laissons le temps au temps. Gérard. Bon, moi je pense que je viens de basculer dans la 5e République. Là. Vu les résultats, ils sont convaincants et donc c'est bon. Il faut hurler avec le loup. Ce n'est jamais bon d'être anticonformiste. En tout cas, il y a quelque chose qui est très important, c'est que les populations se reconnaissent en leurs politiciens, en leurs hommes politiques. C'est-à-dire que quand je dis ça, c'est un sénateur de la République, je sens que c'est quelqu'un que je connais plus ou moins, c'est quelqu'un qui me représente. Mais regardez les sénateurs que vous venez de citer. Prenez 1000 Togolais et parlez-leur de clés. Sûrement c'est une personne, sinon 0,5 personnes qui vont connaître ce que c'est que clé. Ils ne connaissent pas. Je ne veux dénigrer personne. Mais quand vous prenez Adi et vous prenez l'ANC, il n'y a pas match. Il y a plus de gens qui connaissent l'ANC, qui se reconnaissent sûrement dans l'ANC. Mais par le jeu politique, Adi a, je crois, c'est finalement deux sénateurs. C'est Bâtir qu'il y en a deux. Oui, voilà. Et donc, finalement, tout est un peu sans dessus-dessous. Quand vous prenez le CAR, qui est quand même un parti assez représentatif, qui est quand même un parti qui a écrit l'histoire de ce pays. Aucun sénateur. Et donc, finalement, on a l'impression que le peuple est à part et ceux qui font la politique, ils sont à part. C'est pour ça, moi, je dis, c'est bien beau d'entrer dans la 5e République, mais avec quel succès? Il ne suffit pas de dire je vis dans une maison, à partir d'aujourd'hui, je décrète qu'à partir de 17h, le portail est fermé. D'accord. Vous êtes le patron de la maison, mais avec quelles conséquences? Est-ce que vos enfants, qui sont des adolescents, ne vont pas se
rebeller contre vous. Si vous avez des locataires, est-ce qu'ils ne vont pas quitter et dire, bon, écoutez, je laisse cette chambre-là. Voilà, une chose est de légiférer, de légaliser les choses, mais autre chose est d'utiliser la loi pour faire le bonheur du peuple. Est-ce que ce que nous faisons là va faire le bonheur et l'épanouissement du Togolais? Moi, la question là reste posée. Vous pouvez me traiter de philosophe, que je suis d'angélisme, de trucs comme ça. Non, mais il y a une réalité. Quand on fait la politique, c'est pour que le peuple soit heureux. Quand les gens viennent au Togo, qu'on voit des Togolais vraiment, comment on dit, à l'aise, quoi. Pas des Togolais qui sont coincés. Pas des Togolais. Pas quelqu'un me disait que même en prison, à la prison civile de Lomé, que c'est les Ibo qui disent les lois aux Togolais là-bas. Non. Ah ben oui. Tu vois, il faut prendre ça. Et ça, c'est l'Ibo qui règne sur le Togolais. À la prison parce que le Togolais, il est timoré, il est timide, il est intimidé. Ah ben c'est ça. Et ne parlons pas de la vie normale. Allez à Sigan, mais vous allez voir. Quand les étrangers, ils ont leur boutique, les Togolais sont portefeuille. Dans leur truc. C'est ça que nous voulons pour le Togo. Sincèrement, bon, je pense que la vie, c'est un choix. Et moi, je défends quand même. Je souhaite beaucoup que le Togolais soit bien chez lui, qu'il règne chez lui. Et c'est bon même pour ceux qui nous gouvernent, quoi. D'avoir un peuple digne, un peuple qui marche, la tête haute. Mais ça, là, avec ce qu'on fait avec la 5e République, on sent que c'est un peu tiré par les cheveux. On force les gens. C'est l'impression que j'ai. Je le dis, je peux me tromper. Oui, c'est... Voilà. On va faire là-dessus. Oui, allez-y. Moi, ma question de savoir, est-ce que nous avons véritablement besoin d'aller à la 5e République s'il faut avoir le Sénat? Je dis non. Lorsque vous prenez donc la Constitution de 92... Oui, le Sénat était bien inscrit dans l'article 52, l'alinéa 7, donne la latitude au président de la République de nommer le tiers, comme c'est dit dans la Constitution du 6 mai, de nommer donc le tiers des sénateurs. Mais sauf que la différence entre le texte de l'article 52 de la Constitution de 92 et l'article 10 de la nouvelle Constitution, la différence est juste au niveau des mandats. Puisque avant, dans la Constitution de 92, le mandat c'est 5 ans. Cette fois-ci, c'est 6 ans renouvelables. Donc, on pouvait juste réviser cette disposition-là de l'article de la Constitution de 92. Oui. Et puis, on est encore dans le même schéma. Mais est-ce que nous sommes obligés de balancer dans une nouvelle République avec tout ce que nous voyons, président du Conseil et président de la République, et puis le président de la République aussi, c'est le Parlement qui va le désigner. Oui. Le Parlement qui est aujourd'hui composé de l'Assemblée nationale et le Sénat. Vous voyez, donc, est-ce qu'on est obligé d'être dans tout ce folklore-là? Est-ce qu'on est obligé d'aller vers là? On prenait juste l'article 92, la Constitution de 92, on modifie quelques dispositions, on a le même résultat. Mais regardez tout ce qu'ils ont fait la dernière fois et aujourd'hui, nous en sommes là. Et puis, en réalité, eux et nous sommes toujours... On est dans un tunnel sans bout. Hein. C'est-à-dire qu'on y va, allons-y. Mais la fin, nul ne le sait. Bon, d'accord, très bien, messieurs. On va devoir s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci beaucoup, Sylvestre Béni. Merci, Gérard Rouissan. C'est moi qui vous remercie. Je remercie les auditeurs et ceux qui nous regardent sur TikTok. Oui, bien sûr, ils sont là, branchés. Merci beaucoup, Elon Matizobé. Merci, Eric, et coucou à tous ceux qui nous suivent sur TikTok. Merci à tous ceux qui nous ont suivis sur la radio et sur TikTok également. On se retrouve un peu plus tard dans la journée. Sinon, demain à l'antenne, à 11h à la gare routière de l'information. À très bientôt, au revoir.